Des paysages aussi variés qu'exceptionnels, une diversité de milieux et de végétation. Le bassin versant de l'Arve est un territoire d'exception, offrant un cadre de vie dont la qualité est appréciée de tous. Irrémédiablement lié à l'eau qui en a façonné le relief et les milieux naturels, c'est grâce à cet élément que s'est développée une vie touristique riche et de nombreuses activités humaines. Cette variété du territoire conjuguée à son positionnement géographique proche de la Suisse en font un lieu attractif en plein développement. Une forte dynamique territoriale fait évoluer l'urbanisation et l'aménagement du territoire. Habitation, infrastructures, industrie, soutien de l'économie et de l'emploi. Mais un tel développement est-il soutenable ainsi, sans mettre en péril la source de vie du territoire? Comment gérer la croissance tout en maîtrisant la quantité et la qualité de l'eau? Comment protéger ce cadre de vie de manière compatible avec le développement de l'urbanisation? Et comment gérer l'aménagement du territoire en anticipant et en se préparant aux aléas climatiques actuels et à venir? Élément essentiel d'un monde en bonne santé, c'est l'ensemble de la vie qui est en relation directe avec la qualité de l'eau. Qu'elle soit garante de la biodiversité des cours d'eau ou de la santé publique lorsqu'elle est bue par l'homme, la qualité de l'eau est au cœur des enjeux de développement. Avec la progression urbaine et touristique, les rejets domestiques ont évolué en conséquence. Pour traiter cette pollution, de grands investissements ont été réalisés avec la création et l'évolution de nombreuses stations d'épuration et réseaux d'assainissement. Notre station d'épuration, pour 5500 équivalents habitants, a été construite en 1975. Elle répondait peu ou prou à l'assainissement nécessité par les 2 ou 3 plus grosses communes de notre secteur. En 1995, nous avons triplé sa capacité pour la porter à 16 000 équivalents habitants. Et en 2009, nous avons encore doublé pour la porter aujourd'hui à 32 000 équivalents habitants. Des évolutions ont été apportées pour encore mieux épurer les effluents avec des traitements notamment sur l'azote et le phosphore. Et puis, nous avons une originalité sur notre station. Nous avons décidé de sécher les boues pour pouvoir ensuite les épandre à l'agriculture en ayant bien entendu pris la précaution de faire toutes les analyses indispensables pour être certain d'être très nettement en dessous des seuils bactériologiques ou au niveau physico-chimique tels que les métaux lourds par exemple. Le résultat de ces investissements est aujourd'hui mesurable. Et outre le traitement de l'eau, des actions en amont ont été menées avec succès. C'est notamment le cas depuis 1990, avec des échanges entre les collectivités et les industriels sur la gestion de leurs déchets, ayant aujourd'hui conduit à une spectaculaire diminution de la pollution par les métaux dans les eaux de l'Arve. Cependant, rien n'est acquis dans un contexte où la forte croissance de la population, l'attrait touristique, l'augmentation des pollutions des eaux pluviales urbaines et la pollution organique d'origine animale doivent être compatibles avec un niveau de rejet que les cours d'eau puissent accepter sans se dégrader. De plus, avec l'évolution de notre société, de nouveaux champs d'investigation et de vigilance s'ouvrent. C'est notamment le cas avec des micropolluants, molécules omniprésentes issues de sources aussi variées que le trafic routier, les cosmétiques, matériaux de construction, médicaments, que l'on retrouve en concentration variable dans les eaux du territoire et pour lesquels il faut aujourd'hui trouver des moyens efficaces de traitement. Des expérimentations sont en cours, comme notamment le programme CIPIBEL entre l'hôpital du Châle et la steppe voisine. Un programme a été fait avec notre station d'épuration pour pouvoir quantifier et puis caractériser l'ensemble des résidus hospitaliers, notamment en termes de médicaments, de désinfectants et de produits chimiques. C'est une étude qui va se poursuivre encore pendant au moins une année et sans doute un peu plus. Et donc les scientifiques sont partie prenante à ce programme
Et c'est extrêmement important, avec l'évolution de notre société, avec l'augmentation constante de la population, si on veut garder une eau pure, on doit aller dans ce sens-là. Au-delà de la qualité des eaux de surface, il est un autre enjeu majeur. Les eaux souterraines et notamment l'eau potable puisée dans les nappes phréatiques. Leur dégradation, plus ou moins importante selon leur profondeur et l'épaisseur de leur couche d'argile protectrice, est directement liée à l'activité humaine en surface. À l'échelle d'un bassin versant comme l'Arve, on peut introduire la notion de nappe stratégique. Alors une nappe stratégique, c'est une nappe ou une portion d'une nappe qui a un intérêt pour l'eau potable dans le futur, c'est-à-dire à l'horizon peut-être 2030-2050. Pour qu'elle reste de bonne qualité, il faut qu'on puisse mettre en place une politique d'action et de préservation pour pouvoir garder ce potentiel d'exploitation dans le futur. Les dangers sur ces zones stratégiques, si on n'agit pas, évidemment, ça va être une urbanisation galopante, peut-être l'implantation de certaines activités humaines. Et si on ne contrôle pas tout ça, eh ben, peut-être une dégradation de la qualité des eaux souterraines, une dégradation qui peut être irréversible, alors qu'on aura un besoin croissant en eau potable pour les populations. Il existe d'autres facteurs qui sont aggravants, par exemple les forages et les forages de géothermie qui se multiplient ces dernières années dans la vallée sans aucun contrôle. C'est-à-dire que des forages peuvent être faits et mettre en communication une nappe de surface qui peut être polluée par exemple et une nappe profonde de très bonne qualité. Le massif des Alpes, considéré comme le château d'eau de l'Europe, offre un climat favorable à la richesse des précipitations et alimente de nombreux grands fleuves européens et notamment en France, le Rhône. Cette ressource en eau paraissant inépuisable se retrouve cependant sous tension sur certaines périodes et dans certains lieux. La caractéristique des montagnes, c'est que cette eau coule bien sûr dans les rivières, mais pendant la saison hivernale, il fait assez froid et du coup l'eau tombe sous forme de neige. Ce qui fait que du coup elle ne coule pas forcément dans les rivières au moment où elle est retenue. Or, pour des multiples raisons, notamment la saison touristique, on voit des afflux de touristes qui arrivent dans des villages ou des villes de montagne, viennent solliciter la ressource en eau potable, pour le tourisme, etc. Or, les débits des rivières sont faibles parce que l'eau elle est encore retenue sous forme de neige, donc effectivement il peut y avoir un problème de tension entre l'eau dont on a besoin et l'eau dont on dispose. Et on voit effectivement que les collectivités ou les agents de l'État qui sont en charge de ces questions-là, de plus en plus s'intéressent à la fois observer, quantifier la ressource en eau qui est disponible, faire des études de besoins quantitatifs, c'est-à-dire mettre en balance les besoins en eau avec l'eau disponible, et vont effectivement de plus en plus vers une gestion intégrée de l'eau en montagne. En fond de vallée, les prélèvements sont plus réguliers et s'accordent mieux avec la ressource disponible immédiate. Mais alors que certaines nappes phréatiques s'équilibrent et pourront assurer demain l'augmentation des besoins, d'autres doivent couvrir des besoins plus importants d'une population en croissance. Certaines récupèrent ainsi difficilement de périodes d'étiage sévères et la ressource s'épuise peu à peu sur des points ciblés, nécessitant la mise en place de solutions alternatives. Pendant longtemps dans notre région, on a construit sans trop se poser la question est-ce que l'eau était en suffisance. Et depuis quelques années, parce que les étés sont de plus en plus difficiles, nos ressources en eau qui proviennent de l'eau gravitationnelle sont limitées l'été. Donc en complément, nos ressources reposent essentiellement sur la nappe du Genevois qui est réalimentée au niveau de l'Arve. Et ça a un coût. C'est une réalimentation artificielle et donc vu l'augmentation pérenne de la population, il fallait que l'on trouve d'autres solutions. On travaille de manière autonome sur la création d'un nouveau captage à Matailly, sur les communes de Vulbens et Valéry. C'est à la fois une solution pour nous donner de la réserve en quantité, mais aussi une source, une diversification nécessaire, puisque les captages que l'on avait jusqu'à présent devenaient limites par rapport à nos besoins. Ces constatations posent question sur la manière de gérer durablement et de façon globale la ressource en eau potable aujourd'hui, mais surtout demain, avec les impacts encore inconnus du changement climatique sur les précipitations et l'enneigement, la fonte accélérée des glaciers et les modifications probables du régime des cours d'eau. Mais au-delà des besoins en eau potable, ce sont de nombreux usages de l'eau qui doivent cohabiter. Activités d'eau vive, tourisme, hydroélectricité, pêche, neige de culture, agriculture.
Le partage équitable de la ressource disponible doit se faire de manière concertée, avec une vision globale pour prévenir les conflits d'usage, tout en tenant compte des besoins en eau des milieux naturels. Pour aller dans ce sens, des solutions locales commencent à émerger, notamment en 2013 sur le tronçon court-circuité du gifre du barrage de Taninges, où des débits minimums ont été déterminés pour assurer conjointement la vie piscicole en fonction des saisons, la production hydroélectrique et la pratique du canyoning. Mais la quantité d'eau n'est pas seulement à surveiller à la baisse. Un excès d'eau implique également de graves conséquences. Historiquement, les habitants ont toujours dû lutter et vivre avec les risques naturels, notamment les inondations qui ont pu revêtir des dimensions dramatiques compte tenu des fortes pentes, du transport solide important et des excès de l'hydrologie sous l'influence de la montagne. Les catastrophes de Saint-Gervais en 1892, la crue de l'Arve en 1968 ou la catastrophe du Grand Bornand de 1987 ne sont que quelques exemples de ces événements qui engendrent de façon régulière destruction et endeuillent parfois les vallées. Face à ce risque omniprésent en territoire de montagne, les communautés locales ont répondu traditionnellement en édifiant des digues, en curant les matériaux déposés dans les lits des cours d'eau qui augmentaient les probabilités de débordement, en stabilisant les torrents les plus raides. Ainsi, à la fin du XXe siècle, près de la moitié des berges de l'Arve est endiguée et la rivière est entièrement canalisée sur plus du tiers de son cours. Il en va de même pour l'ensemble de ses affluents chenalisés, busés, déplacés sur d'importants linéaires. Les lits majeurs des cours d'eau autrefois inoccupés ont pu ainsi être intensément aménagés, avec selon les territoires, l'extension des terres agricoles, la construction d'infrastructures et l'urbanisation. Néanmoins, cette approche n'est pas anodine et montre aujourd'hui certaines limites. On a une artificialisation de la rivière, c'est certain. Et on a également, en termes de crues, de propagation des crues, une augmentation de la vitesse des écoulements de par les endiguements et une augmentation également des forces érosives sur les berges et en fond de lit qui contribuent à déstabiliser la rivière. Mais derrière, il faut avoir en tête qu'il y a tout un coût de surveillance, d'entretien, justement pour s'assurer que l'ouvrage joue bien son rôle, qu'il est pérennisé dans le temps et qu'on diminue ce risque de rupture. On est pourtant parfois obligé de continuer à se protéger par des endiguements, par des curages, par des zones de rétention de matériaux solides qu'on est obligé d'extraire des cours d'eau. Mais pour autant, c'est quelque chose qu'il faut aborder aujourd'hui de manière plus raisonnée en essayant de voir globalement les impacts de chaque aménagement sur l'ensemble d'un bassin. Et vraiment justifier, enfin savoir si on décide de faire tel endiguement ou telle extraction de matériaux, savoir pourquoi on le fait et justifier qu'on n'a pas forcément d'autres possibilités de faire autrement. Le discours selon lequel on pourrait se protéger de tout risque aujourd'hui est vraiment utopique, surtout dans ce territoire de montagne avec des fortes contraintes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt travailler sur la conscience du risque et dire aux populations que le risque est toujours là, qu'on ne pourra pas arriver à un risque zéro, mais qu'il faut se préparer pour améliorer notre situation face au risque. Si une crue centenale arrivait aujourd'hui, on aurait, dans la vallée de l'Arve, environ 133 hectares d'habitations recensées en zone inondable par cette crue centenale, avec d'énormes dégâts et des coûts qui avoisineraient les 20 à 40 millions. Les pistes de travail consistent actuellement à limiter l'impact des inondations par une amélioration de la connaissance des risques et une maîtrise de l'urbanisation, à mieux gérer les événements extrêmes et à modifier la répartition spatiale des débordements par l'aménagement de champs d'expansion de crues. Cette rivière, avec son caractère torrentueux,
c'est surtout alimenté par les Voirons où nous avons 5 gros affluents qu'on surveille en permanence. Nous, en partie zone urbaine, on est obligé de prévenir ces vagues d'eau qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. C'est pour ça que nous avons prévu, disons, tout le long de la rivière, de freiner un peu la vitesse de l'eau, déjà en faisant dans un premier temps revivre toutes les zones humides, en réactualisant des reméandrages, en offrant la possibilité à la rivière de s'étendre pour limiter les afflux en zone urbaine où là tout est calibré. Et puis pour nous protéger des crues, on étudie des casiers et bassins de rétention. Outre l'endiguement, l'ensemble des modifications subies par les cours d'eau pour lutter contre les crues et gagner de l'espace aménageable sur la rivière ont entraîné de profondes perturbations parfois irréversibles sur les écosystèmes des cours d'eau. Les seuils qui servaient initialement à l'irrigation des terres agricoles, à l'alimentation des moulins et plus tard à celle des exploitations hydroélectriques ont vu leur nombre se multiplier pour stabiliser les cours d'eau de fond de vallée et sécuriser les torrents de montagne. Or, ces ouvrages tentent aujourd'hui à limiter très fortement le déplacement des poissons. Malgré la présence de passes à poissons, sur certains d'entre eux, un tiers est infranchissable pour la truite ou l'ombre, ce qui contribue à appauvrir certains cours d'eau. Une majorité des grands et petits cours d'eau ont également vu diminuer leurs espaces naturels. Zones de divagation, champs d'inondation naturelle, forêts alluviales et zones humides associées, dont les fonctions sont pourtant essentielles. Alors l'espace naturel, ce que nos collègues suisses appellent l'espace de liberté ou l'espace cours d'eau, c'est l'espace de respiration de la rivière. C'est là qu'elle peut dissiper ses crues, répartir des galets lorsqu'elle en transporte des bouffées, ce qu'on peut aussi appeler des laves torrentielles. Et c'est là aussi qu'elle peut développer tout un panel, tout un échantillon de milieux naturels, comme des bras latéraux, des petites annexes hydrauliques, où peut se développer une faune et une flore très particulières. Ces espaces sont vraiment l'espace de respiration des cours d'eau. Ils ont besoin de ces zones où ils peuvent s'épancher lors des grandes crues, mais aussi lors des étiages où toute une diversité de petits bras ou d'îles peut continuer à exister, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être en connexion avec ces espaces, ces milieux annexes. Le risque principal, c'est que malgré tous les efforts de préservation et de restauration entrepris dans le cadre du SAGE, ces espaces continuent petit à petit à se faire grignoter par l'urbanisation, la création de zones d'activité, dans des zones qui peuvent apparaître pour les aménageurs comme des zones d'intérêt finalement mineur, alors qu'en fait ils ont un intérêt majeur justement pour permettre le maintien et la dissipation des crues en dehors des zones urbaines. L'aménagement du territoire grignotant sur la rivière, la diminution des espaces naturels tend aujourd'hui à chenaliser de plus en plus les cours d'eau. Et le phénomène s'accentue, déconnectant encore davantage le lit des cours d'eau de leurs espaces riverains. Il est aujourd'hui envisagé de réserver un véritable espace aux cours d'eau, là où c'est encore possible. L'expérience conduite par le SCOT de la communauté de communes du Pays Rochois fait office d'approche pilote sur le territoire. On a été des moments un peu construire peut-être certainement trop près ou faire des aménagements trop près de ces cours d'eau. On les a empêchés de respirer. Et je crois qu'aujourd'hui, par ces études, on va redonner un sens à ces cours d'eau et je crois que c'est une nécessité vitale, en tout cas par rapport à ce qui est l'eau et la protection qu'on doit en avoir aujourd'hui. Il y a la rivière quand elle coule, avec ses crues qu'il faut qu'elle évacue. Il y a le côté morphologique par rapport à ce qu'elle peut dessiner au cours du temps, les besoins qu'elle a par ses contours. Et puis le besoin en biologie par rapport à la biodiversité qui doit exister autour de ces cours d'eau pour leur donner un sens, une vie, pour qu'ils respirent, qu'ils soient un véritable cours d'eau. C'est une identité qu'on leur redonne. Et je pense que le SCOT a été un moyen d'homogénéiser tout ça. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre un peu dans ce SCOT ces cours d'eau. Aujourd'hui, on ne règle plus le problème d'eau comme ça dans des annexes sanitaires dans nos PLU, mais on devra en prendre en compte beaucoup plus globalement, beaucoup plus spécifiquement, pour encore une fois leur redonner leur identité première. Tout
Toutes les dimensions liées à l'eau sur le territoire sont intimement liées les unes aux autres et les hommes et les cours d'eau sont fortement interdépendants. Des actions locales de préservation de la ressource en eau ont déjà été effectuées avec notamment la création de 4 contrats de rivière. Mais ces actions apportent des solutions aux problèmes d'aujourd'hui et il faut désormais avoir en tête l'ensemble des enjeux de demain et se projeter dans l'avenir pour gérer l'eau de manière globale et collective. On a 2 façons d'intervenir sur une rivière. On réalise des investissements avec des aides publiques ou des financements, on fait une station d'épuration, on agit déjà positivement sur cette rivière. C'est ce qu'on fait dans le cadre des contrats de rivière, c'est ce qui a été fait sur la rivière Arve. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il peut y avoir d'autres contraintes, d'autres enjeux. Il faut pouvoir agir sur d'autres leviers, le développement d'urbanisation, la maîtrise de certaines actions qui peuvent être engagées. Et à ce moment-là, on se tourne vers le SAGE, qui est un outil qui a un pouvoir de prescription réglementaire et qui vient justement permettre aux habitants et aux usagers de cette rivière de se donner des règles pour justement améliorer cette gestion. Alors un SAGE, c'est effectivement les acteurs du territoire qui s'emparent d'un outil pour justement se fixer leurs propres règles. Enfin leurs propres règles dans le cadre bien évidemment d'un cadre qui est fixé au niveau national. Le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, est un outil issu de la loi sur l'eau de 1992. Il vise à assurer l'équilibre entre les activités humaines et la protection de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle d'un bassin versant. Issu d'un processus de concertation garantissant la cohérence des politiques de l'eau et la concertation permanente des acteurs locaux, le SAGE est géré au sein de la Commission locale de l'eau, véritable parlement de l'eau, constitué de membres représentatifs de l'ensemble des usages de la ressource parmi des élus, des usagers et des représentants de l'État. La vallée de l'Arve a besoin d'un SAGE parce que c'est une vallée montagnarde dans laquelle l'ensemble des habitants se retrouvent en fond de vallée, sur les replats et sont en proximité avec l'eau qui, elle, connaît des phénomènes intenses cette présence humaine augmente de plus en plus dans le temps du fait de la proximité de Genève, du fait du Mont Blanc en Chamonix, du fait des infrastructures transfrontalières de transport et pour ça il y a un besoin de gérer la gestion de l'eau à l'espace du bassin de l'Arve pour répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain. La réussite d'un SAGE, elle tient dans le fait que tout le monde joue le jeu, qu'il y ait une participation active à l'ensemble du processus de travail et que chacun y prenne sa place, défende ses enjeux, mais aussi une capacité de travailler à un compromis pour que le partage de la ressource soit au optimum. Sur le territoire, 106 communes entrent dans le périmètre du SAGE, dont l'élaboration a commencé en octobre 2009. Au cours d'un long et précis travail d'état des lieux, de nombreuses étapes ont été franchies pour déterminer désormais le choix de la stratégie à adopter et enfin rédiger le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Arve. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est une chance pour les élus. Tout d'abord, c'est une chance d'avoir eu la reconnaissance de l'État, l'autorisation de la part de l'État de créer un périmètre spécifique à l'Arve et ses affluents pour écrire l'histoire de l'eau dans ce périmètre. Et la deuxième chance, c'est que le législateur a prévu qu'au sein du SAGE, les élus y prennent toute leur part et qu'ils puissent faire entendre leur voix. Des neiges éternelles du sommet du Mont Blanc jusqu'à la confluence de l'Arve avec le Rhône, l'eau de l'Arve et de ses affluents est un bien commun. Nous avons l'obligation de la partager, de la protéger et de penser aux générations futures et de se dire dans quel état allons-nous leur transmettre ce patrimoine. C'est ça l'histoire du SAGE. C'est ce que nous allons écrire, page après page, sur ce que les stations de ski peuvent faire, sur ce que les villes peuvent faire, sur ce que les agriculteurs peuvent faire, sur ce que les usagers de l'eau, les kayakistes, les pêcheurs, les chasseurs, voilà ce que nous allons écrire ensemble pour que ce bien commun soit partagé et qu'il soit protégé. C'est toute l'histoire du SAGE.